La libre circulation des personnes et des marchandises est un acquis majeur de la construction européenne, du moins sur papier. Sur le terrain, les routes sont bondées, les chemins de fer sous-utilisés, la complémentarité entre les modes de transport est rare, certaines régions périphériques sont mal desservies et on se heurte toujours à plusieurs obstacles naturels. Les premiers pénalisés sont le citoyen et l'économie européenne. Hay un problema clarísimo que aparece, que son las interconexiones transfronterizas, donde ahí se producen grandes fallos y donde además vemos que no solo no se construyen las infraestructuras, sino que cuando se construyen se suelen construir de una manera asimétrica, yendo más deprisa de un lado que del otro de la frontera, en función de la urgencia y de la importancia de la infraestructura para uno de los dos países, como suele ocurrir en los casos transfronterizos. Historiquement, chaque pays a développé son réseau de transport à l'intérieur de ses frontières en ne se préoccupant que rarement des liaisons transnationales. Conclusion, l'Europe est trop cloisonnée. Ce qui manque, ce sont ces axes de circulation transnationaux. Pour les créer, l'Union européenne incite ses États membres à effectuer les travaux d'infrastructure pour mieux interconnecter leur réseau de transport. En 1994, à Essen, une liste de 14 projets prioritaires avait été arrêtée par le Conseil européen à échéance 2010. On lui doit notamment le pont d'Øresund entre le Danemark et la Suède, le TGV Bruxelles-Cologne ou les autoroutes grecques. Bien que plusieurs projets ne soient pas encore achevés, l'heure est venue d'actualiser cette liste. On prévoit en effet un doublement des besoins de transport d'ici 15 à 20 ans et l'élargissement de l'Union augmente considérablement les besoins en infrastructures de transport. Sur base d'un rapport commandité par Madame de Palacio à un groupe d'experts conduit par l'ancien commissaire européen Karel van Miert, la Commission propose de porter à une trentaine la liste des projets prioritaires à réaliser d'ici 2020 car jugés d'intérêt européen. Gran parte de los nuevos proyectos que planteamos obedecen precisamente a cubrir esa necesidad de construir ligazones, uniones entre los distintos países de la Unión Europea, es decir, a dar respuesta con criterios europeos globales y no con criterios nacionales. El primer objetivo es construir unas infraestructuras para poder garantizar la realidad del mercado interior y la competitividad de la economía en su conjunto. Les projets sélectionnés s'attaquent à une série de priorités. La revitalisation du ferroviaire et du fluvial, l'intermodalité des transports et l'interopérabilité du rail, les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, la mise à niveau des pays de l'élargissement et, last but not least, le franchissement des barrières naturelles, dont les Alpes. Qui ne connaît pas les files de voitures et de camions au pied de la montagne à la frontière franco-italienne ? La liaison Lyon-Turin-Budapest fait plus que jamais partie des priorités. Cette ligne ferroviaire à grande vitesse et de transport combiné permettra de soulager les tunnels routiers sous les Alpes qui sont au bord de l'asphyxie. La péninsule ibérique souffre du même handicap. Les Pyrénées lui barrent la route vers le reste de l'Europe, ne laissant que 2 étroits couloirs de part et d'autre. À plus long terme, il est donc prévu de percer une traversée ferroviaire à grande capacité pour éviter l'asphyxie des vallées pyrénéennes. Mais il convient d'abord de s'attaquer à l'incompatibilité du réseau ferroviaire de l'Espagne et du Portugal avec celui du reste de l'Union. L'écartement des voies y est en effet plus large d'une vingtaine de centimètres. Un projet prioritaire concerne l'aménagement du réseau TGV, tantôt par la pose d'un 3e rail pour permettre la circulation des trains à écartement standard, tantôt par l'utilisation de systèmes d'essieux à écartement variable. Dans les prochaines années, le voyageur pourra alors traverser l'Europe de part en part en TGV. Pour franchir un obstacle naturel tel que les Alpes ou les Pyrénées, il est aussi possible de les contourner par la mer. D'où le projet de ceinturer l'Europe de 4 autoroutes de la mer. L'idée est de créer des lignes régulières dédiées aux marchandises. Elles desserviront un nombre limité de ports, mais avec une capacité, une rapidité et une ponctualité suffisantes pour concurrencer les transports terrestres. L'objectif est double, désengorger les zones surchargées telles que les régions transalpines ou le centre de l'Europe, mais aussi relier les zones insulaires ou périphériques de l'Union. Un problème spécifique se pose pour la mer Baltique.
Prise par les glaces pendant une partie de l'hiver, le maintien du trafic y nécessitera la mise en place d'une flotte suffisante de brise-glace. Cela ne constitue cependant que la partie émergée de l'iceberg. Pour fluidifier le trafic, il conviendra encore d'accélérer les procédures logistiques et administratives dans les ports. On imagine par exemple de recourir à des systèmes de suivi des cargaisons par satellite. Dans certains cas, il faudra enfin améliorer l'interconnexion des ports avec les réseaux routiers et ferroviaires. Pour compléter le quadrilatère formé par les autoroutes de la mer, la Commission propose la création d'une série d'axes ferroviaires et autoroutiers de l'Est de l'Union européenne. L'objectif est de relier les pays de la mer Baltique au sud de l'Europe. Ces axes traversent des pays en voie d'adhésion où les besoins en infrastructures de transport sont énormes. En Pologne, par exemple, le port de Gdańsk occupe une situation clé sur l'axe nord-sud. Mais son développement est freiné par la qualité médiocre de ses accès. Pour arriver au port, les poids lourds empruntent la route numéro 7, une route de moyenne importance représentative de toute l'infrastructure de transport du pays. Les goulets d'étranglement y pullulent, certains ouvrages d'art sont hors d'âge et la sécurité incertaine. Among the three most quoted reasons not to invest in Poland, one of them is always infrastructure. Is it railways? Is it highways? Is it harbors? Sometimes airports? But definitely infrastructure and its quality. It's one of the reasons not to invest in Poland. Plusieurs projets prioritaires concernent directement la Pologne. On note la construction d'une autoroute reliant Gdańsk à Brno et à Vienne, ainsi que la modernisation d'une voie ferrée partant du port vers Varsovie et le sud sur un axe quasi parallèle. En effet, pas question ici de rompre l'équilibre rail-route et de céder au tout à la route comme ce fut l'erreur à l'ouest dans les dernières décennies. Poland is a country perfectly fit to have an excellent railway connection. So we would like to keep this multimodal structure as close as possible, using the historical preference of railway and using also the geographical conditions which make railways the best choice. Plus largement, au vu du nombre de projets prioritaires qui concernent directement le rail, l'Union européenne vise clairement un rééquilibrage modal. Significa che la Commissione europea ha capito l'importanza di ridare slancio alle ferrovie. Ogni singola ferrovia europea sta facendo moltissimo per migliorare le sue performance, il suo livello di qualità, stiamo rinnovandoci investendo moltissimo. Autre souhait de la Commission européenne, revitaliser certains modes de transport, dont le transport fluvial. L'ensemble constitué par le Rhin, le Main et le Danube offre une voie navigable traversant toute l'Europe de la mer du Nord à la mer Noire. Malheureusement, plusieurs goulets d'étranglement y gênent le passage des bateaux de gros tonnage. Le plus important d'entre eux se situe au sud de l'Allemagne. Nous sommes sur le Danube, entre Straubing et Vilshofen, à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. Ce tronçon de 70 km, l'équipage du Johannes Kepler le connaît par cœur. Ils le sillonnent régulièrement à bord de leur bateau d'éco-sondage pour en contrôler la profondeur. Il ne pleut pas depuis plusieurs semaines, la situation est critique. Auf diesem Abschnitt der deutschen Donau haben wir aber die geringste Fahrrinnentiefe und aufgrund des diesjährigen Niedrigwassers können wir also zum Beispiel am heutigen Tag der Schifffahrt nur 1,69 Meter Fahrrinnentiefe garantieren. Und viele Schiffe haben schon einen Leertiefgang von 1,20 Meter, 1,30 Meter, sodass sie eventuell nur noch bis zu 20% der normalen Ladungsmenge transportieren können. Das ist ein hoher wirtschaftlicher Verlust für die Schifffahrt. Le problème est qu'entre Straubing et Vilshofen, le lit du Danube remonte de près d'1 mètre. En fonction du débit du fleuve, le passage des bateaux se joue parfois au centimètre près. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des bateliers contraints d'attendre la remontée des eaux pendant plusieurs jours. Différentes solutions ont été étudiées du point de vue de leur efficacité et de leur impact environnemental. En fonction de l'option retenue, jusqu'à 8 millions de tonnes pourraient transiter par la section Straubing-Vilshofen, de quoi soulager les routes particulièrement encombrées dans cette partie de l'Europe. Mais l'avenir du transport européen se joue aussi dans l'espace, avec la mise en place de Galileo. Ce système de navigation par satellite, plus performant que le GPS américain, devrait être opérationnel dès 2008.
Il permettra une multitude d'applications telles que le guidage des véhicules, la localisation des marchandises en temps réel ou la gestion du trafic ferroviaire. Il contribuera donc à fluidifier le trafic sur terre, sur mer et dans les airs. On le voit, les projets ne manquent pas, mais la grande question reste leur coût. Yo calculo que haría falta para estar a la altura de las demandas del orden de los 230-250 mil millones de euros para el 2013. Y para el 2020-2025 estaríamos hablando en torno a los 600.000 millones de euros. Qui paiera l'addition? La question tient de la devinette tant le problème est épineux. Un rapide tour de table. Même s'ils acceptent de consentir des efforts supplémentaires, les États membres ne peuvent assumer seuls la facture sans risquer le dérapage budgétaire. En moyenne, chaque pays devrait y consacrer 1% de son PIB, 1,5% dans les pays de l'élargissement, tant les besoins y sont importants. Tous tendent alors la main vers les fonds communautaires, parmi lesquels le budget transport de la Commission européenne. Yo espero que en las próximas perspectivas financieras los Estados de la Unión estén dispuestos a multiplicar por 7 mínimo la actual cifra destinada a las redes transeuropeas. 600 millones de euros al año es claramente insuficiente para dar una respuesta a las necesidades que hay frente a la Unión Europea y para tener ese efecto catalizador y acelerador de obras de interés transeuropeo. Tenemos que incrementar la tasa de cofinanciación, pero insisto, fondos públicos no son suficientes. Concrètement, pour les projets transfrontaliers d'intérêt européen, la Commission propose de porter sa part de cofinancement à 30% au lieu de 10%. Paradoxalement, il faudra pour cela que les États membres et le Parlement le lui permettent, étant donné que ce sont eux qui votent les budgets communautaires. Pour pallier au manque de moyens, tout le monde suggère enfin l'entrée en scène d'un troisième mousquetaire, le privé. C'est vrai, il dispose de fonds considérables, mais se laissera-t-il séduire contre toute tendance par des investissements aussi lourds et rentables à relativement long terme? On n'en a aucune certitude. Peut-être alors reste-t-il à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Un pays qui n'est pas dans l'Union européenne est cité comme modèle, c'est-à-dire la Suisse, qui a mis en place une taxation de l'usage des infrastructures et affecte le produit de cette taxe qui est perçu sur les camions, sur les voitures, y compris d'ailleurs sur les camions de l'Union européenne, pour construire des tunnels, et on fera du ferroutage, c'est-à-dire qu'on mettra les marchandises sur des trains plutôt que sur des routes qui encombrent les vallées alpines. On l'aura compris, c'est un faisceau de sources de financement qu'il faut mobiliser et rien ne sera possible si l'une d'entre elles fait défaut. L'Europe est face à un enjeu vital pour l'avenir de son économie. Mais saura-t-elle tirer les leçons du passé? Des premiers investissements décidés à Essen en 1994, seuls 36% ont été engagés. Reste donc à savoir si l'Europe se donnera maintenant les moyens de ses ambitions.